Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver encore pour relancer les choses, puisque les débuts, c'était donc hier, lundi et bien mardi. On repart un petit coup pour nous diriger allègrement vers une semaine, on espère, toute pleine pour vous en termes de débat, d'échange et d'avis sur comment va le monde et bien sûr sur comment va autour de la Côte d'Ivoire, comment va le monde autour de votre cher pays. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ici, aujourd'hui, on essaiera d'échanger sur ce qui s'est passé à Yamoussoukro, pourquoi un militaire, un agent des forces de l'ordre a-t-il fait usage de son arme, aurait-il pu en être autrement? On en parlera avec vous. Et puis, évidemment, le Sénégal, il faut évoquer ce qui se passe au Sénégal. On l'a dit, le coup de tonnerre, une fois qu'on l'a vécu, il faut maintenant essayer de regarder comment les choses vont se mettre en place, sans oublier Pakinoua qui arrive. C'est un joli moment qu'on va passer ensemble. Mais on sera accompagné de forces de l'ordre. Tout cela va faire l'objet d'analyses entre vous et nous. Et puis Jean-François Kouamé, oui, lui, il veut s'imposer comme un équipementier au service donc, de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Et il nous répondra s'il nous fait la gentillesse de répondre à notre invitation. Et puis en deuxième partie, évidemment, avec les Lévites Inter, ce groupe-là qui a décidé de s'engager contre les hépatites virales. Voyez-vous, le plateau, comme on va dire, est gonflé à bloc, hein, Christelle. Oui, bonsoir, Bonsoir. André, vous allez bien? Bonsoir chez vous, heureuse de vous retrouver ce soir encore, après hier, à l'entrée donc. Notre plateau aujourd'hui est composé de Sarah. Sarah, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci bonsoir à d'être tous. là. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Cristal. Bonsoir André. Diamo. Hey, yeah. Marius Komoué, merci d'être là. C'est magnifique ce que vous portez, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'oubliais aussi de présenter le cadre. Nous sommes dans la semaine... Dans la semaine pascale. Dans semaine pascale, mais c'est surtout semaine de la fête des Ignames. Tout Ah à oui, fait. très Du bien. côté oui. donc de l'Est de la Côte d'Ivoire, où Exactement. c'est un moment où on célèbre la terre nourricière. Et Absolument. il serait bon, évidemment, que vous fassiez un petit rappel. Hein, Tout à Marius fait. Komoué. Et on va saluer les gens, enfin les personnes de votre village. Non, mais bien sûr, je suis d'Aniassou et plus précisément à Ok. 25 km d'Abengourou, Très bien. et donc qui est le chef-lieu de notre région. Et c'est le lieu pour moi de marquer ma solidarité, mon empathie et ma fraternité aux miens, à l'occasion donc de la célébration, comme l'a dit André, de la fête des Ignames dans ma région. Très bien. Merci beaucoup de Merci. nous le rappeler. On est très heureuse de participer aussi à cela de loin hein, avec vous. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Merci d'être là. André a déjà planté le tableau, on y va directement. Les faits divers marquent la vie des sociétés modernes, hein, vous le savez, même plus anciennes, mais en tout cas aujourd'hui, on est tout le temps en train de nous poser la question comment tel acte a pu être posé, est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Et quand ça engage les forces de l'ordre, la question est d'autant plus cruciale que les forces de l'ordre constituent des piliers de la mise en ordre de la société, mais en tout cas de la préservation de la vie et aussi, surtout, de la tranquillité. Alors, que s'est-il passé du côté de Yamoussoukro? On en parle avec vous. Exactement. Alors, pour 500 francs de transfert, non arrivé ou pas, Ibrahim Koulibaly donc, a perdu la vie. C'est un gérant de cabine assassiné par un adjudant voilà, des forces armées de Côte d'Ivoire. Il y a eu donc mésentente apparemment. J'avoue, j'ai demandé un transfert, c'est arrivé. C'est pas arrivé. Bref, il y a eu bagarre. Il y a eu rescousse de la part des amis donc, du gérant de cabine. Du regretté Ibrahim Koulibaly. Et l'adjudant, se sentant peut-être en danger, aurait donc a utilisé donc son arme à feu. Et voilà, malgré les soins, malgré le fait que les personnes aient réagi promptement pour aider la vie de l'autre, bah, Ibrahim Koulibaly a perdu la vie, André, pour 500 francs CFA de transfert. Voici 500 donc les francs faits. CFA, Et on se Yamoussoukro. demande comment un agent des forces de l'ordre a pu en arriver là. Qu'est-ce que, à votre avis, cela révèle de l'état d'esprit de nos forces de l'ordre qui sont en armes dans nos cités, Herman? Ou bien c'est un cas isolé On en sait un peu plus. Aujourd'hui, c'est un agent de la garde républicaine qui est de façon isolée, il faut le dire, parce qu'il est d'abord
l'information que nous avons, c'est qu'il n'était pas en faction, c'est-à-dire qu'il n'était pas en étant civil. Il n'était pas en mission. il n'était pas en Oui, bien mission. sûr, oui. Et en plus, l'arme qu'il avait, ce n'était pas une arme d'une dotation. Une arme de dotation. De la mûrerie, comment on appelle, en fait, de l'armée ivoirienne. Donc, à ce niveau-là, d'ailleurs, même le procureur militaire s'est dessaisi de l'affaire et a ramené cela au civil pour qu'il soit traité selon la loi. Je rappelle, dans ce cas-là, on considère que ce n'était pas un acte qui est posé dans le cadre de son action de militaire. Oui, ça, c'est bien de le préciser parce que l'individu, quand on regarde sa nationalité, certains pourraient prendre ça parce qu'il est de nationalité malienne. On sait qu'il y a quand même souvent des bisbilles dans le pays. Donc, c'est bien de préciser cela. Et je salue aussi cette promptitude, cette solidarité que la garde républicaine au niveau de Yamoussoukro a manifestée à l'égard de la famille, qui a aidé au niveau des frères et autres, qui n'interviennent même pas dans la procédure pour que ça se déroule bien. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça, peut-être que certains vont le dire ici, dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir une arme. Quand on a une arme, même si on est civil, même, on fait attention à l'utiliser si on a un permis de port d'armes. Il y a une réglementation. Il y a une réglementation, on ne sort pas ça, va vite. Qui plus est, quelqu'un qui est censé avoir toute la maîtrise, puisque c'est quelqu'un qui est habitué au maniement des armes. Il ne peut pas, quelles que soient les circonstances, il ne peut pas. Moi, je pense que c'est bien que les gens le démarquent aujourd'hui. Il a posé un acte qui est condamnable au regard de la loi et que la procédure soit civile pour qu'il puisse payer le prix fort de l'acte qu'il a commis. Marius Komoé, pour 500 francs CFA, un gérant de cabine meurt. Interrogeons-nous un peu sur le port d'armes, la réglementation autour du port d'armes. Un militaire qui n'est pas de service, parce que c'est précisé dans les papiers qu'il n'était pas en service, il a une arme. A-t-il une autorisation de port d'armes? Est-il dans une force particulière, spéciale peut-être, qui pourrait requérir qu'il ait une arme? Enfin bref, comment est-ce que vous pouvez nous parler de la réglementation sur le port d'armes? Bon, c'est vrai que je ne suis pas un acteur prépondérant du tribunal militaire, donc magistrat de siège. Mais n'empêche qu'on a vous êtes quand même informé sur la bonne... question. Exactement. C'est pour cela que je vous la pose. Quelques idées sur la question. D'abord, le militaire, on l'a dit, c'est un adjudant de la garde républicaine. Était-il en fraction? Était-il en mission? Non. Alors, parce que dans le corps de l'armée de Côte d'Ivoire, il y a certains services qui nécessitent nécessairement que l'on mette à leur disposition eh bien, des armes à feu. Vous avez par exemple ceux qui sont du renseignement de l'armée. Vous avez également ceux qui sont des forces nouvelles, pardon, que dis-je, des forces spéciales. Les forces spéciales, le renseignement au sein de l'armée ont une dotation en armes. Malheureusement, dans le cas d'espèce, il n'était pas d'abord en mission parce qu'il est de la garde républicaine et les militaires du rang ou même des sous-officiers ou officiers tout court, officiers supérieurs, tout dépend. Et puis, dans quelles conditions? Parce que là, c'est une question de non-maîtrise de soi. Le self-control, il n'a pas eu vraiment... Et même si c'est le cas, cela n'absout point l'acte qu'il a posé. Et bien évidemment, il subira, comme Herman l'a dit, les rigueurs de la loi. Parce qu'au final, dans quelles conditions, par exemple, un citoyen... Parce que remarquez même, le policier, il ne sort pas son arme comme ça. Un policier qui sort son arme sur un civil peut justement répondre de cet acte devant la loi. Un gendarme, d'ailleurs, vous remarquerez que certains gendarmes même ne se promènent pas, même les gendarmes ne se promènent pas avec des armes à feu. Seuls les policiers ont cette qualité. Parce que le policier, il fait la sécurité des biens et des personnes au quotidien. Donc, il est en droit, par exemple, la police judiciaire, la brigade anticriminalité, vous avez même des services de police dans les commissariats et tout ça, les agents de police et de police, ils ont des dotations en armes. Mais en dehors de ces corps spécialisés, tout homme en tenue ne peut pas disposer d'une arme comme ça. Et donc, dans le cas d'espèce, il a usé de son arme. Or, il aurait pu faire autrement. À la matière, face à un mouvement populaire, même s'il était menacé, disposant d'une arme, il aurait pu utiliser son arme en simplement tirant en l'air. Comme une sommation? Une sommation en tirant en l'air. Déjà, une sommation en tirant en l'air, il y aurait eu de la débandade.
Mais jusqu'à aller tirer à bout portant sur un citoyen pour une affaire de simple transfert d'argent qui n'aurait pas marché, et combien 500 francs, oui. Cela est vraiment regrettable. Très bien, vous avez dit beaucoup de choses, mais il faut retenir, je ne sais pas si c'est ça qui va peut-être vous intéresser, dans ce qu'on a entendu, est-ce que là, on est face à un état d'esprit qui pourrait être, j'allais dire, courant parmi nos forces de l'ordre, une forme de fébrilité très rapidement quand on est confronté à des choses. Comment vous analysez cet acte ? Tout à fait, c'est un peu la première question qui nous passe à l'esprit. On est face à un acte tragique, un homme est mort pour si peu. Il s'agit quand même d'une personne qui fait partie des forces armées de la Côte d'Ivoire et qui a une certaine responsabilité. Donc la première chose qu'on a envie de se dire, c'est difficile à comprendre. Et la première question qu'on a envie de se poser, c'est mais quel était l'état psychologique de cet homme au moment des faits ? Parce qu'on peut difficilement comprendre qu'à partir d'une altercation avec une personne, parce que 500 francs ne vous est pas parvenu sur votre téléphone, vous sortiez une arme pour tuer une personne. Je me pose logiquement la question de qu'est-ce qui aurait poussé, justement ? Qu'est-ce qui aurait poussé ? Mais est-ce que l'état même psychologique, est-ce qu'il y a des tests psychologiques, normalement, sont faits auprès des personnes du corps armé, des militaires, des gendarmes, etc. Donc là, il y a vraiment une question sur le profil psychologique de la personne. Parce que pour moi, c'est incompréhensible que l'on puisse en venir à tuer quelqu'un. Que l'on puisse en venir aux mains, ça peut arriver, des personnes peuvent perdre leur sang-froid pour pas grand-chose, on a des problèmes personnels, etc. Mais de là à tuer une personne, sachant que vous êtes dans le métier, que votre objectif primaire, c'est de protéger la population, il y a des questions à se poser sur l'état psychologique de cette personne. En tout cas, j'espère qu'il y a une réponse qu'on pourra apporter autour de son Daouda geste. Coulibaly, est-ce que c'est un point qui vous intéresse ou quand vous analysez la situation, vous vous dites il y a d'autres aspects à prendre en compte dans ce dossier ? Bon, je pense que je ne vais pas revenir sur ce que mes camarades ont déjà dit, mais moi, ce sur quoi j'aimerais partir, c'est qu'au-delà de ce cas isolé qui s'est passé à Yamoussoukro, c'est le lieu pour moi d'attirer l'attention de certaines de nos forces de l'ordre, policiers, ceux qui ont le droit de porter des armes ou ceux même qui n'ont pas le droit d'en porter. Généralement, quand on va dans les espaces publics, dans les maquis, les bars, les restaurants, on voit certains policiers, certains gendarmes, certains militaires, mais qui sont dans qu'on appelle ça, dans une séance de beuverie. Oui, je dis de beuverie. Mais finalement, il a son arme sur lui. Boire, ouais. Et il a son arme. Il a son arme. Qui sait qu'est-ce qui peut se passer quand on a une soirée très arrosée? Parce que je parle partant de ce principe, parce que c'est un cas, comme je le dis, c'est un cas isolé qui s'est passé. Mais vous en voyez souvent des hommes qui portent en armes dans des bars en train de boire? Oui, beaucoup. Je pense que si vous demandez aux Ivoiriens, ils sont nombreux à avoir vu cela. Et même certains policiers, gendarmes, militaires qui sont en uniforme vont s'asseoir dans des débits de boissons pour aller voir. Dernièrement, à Yopougon, il y a un policier qui a été pris dans un fumoir par des gendarmes avec son arme. C'est pour dire que, et même dernièrement, il y a un policier encore qui devait, comment on appelle ça, à un coxer qui a donné son âme comme garantie. On en a parlé ici. Oui, ça veut dire il faut que les forces de l'ordre arrêtent souvent de jouer avec mais ce sont des brebis galeuses. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je ne fais pas une généralité. Je ne fais pas une généralité, mais je suis... Ces personnes et les autorités compétentes au niveau de la police, de l'armée, de la gendarmerie doivent prendre le taureau par les cornes parce que ils sont la devise, c'est servir et protéger. Ce n'est pas d'utiliser cette arme que le contribuable ivoirien vous achète pour aller tuer quelqu'un pour une modique somme de 500 francs. Très bien. On a compris ce point. Il faut aujourd'hui donc se poser la question, est-ce que on peut aussi se poser la question, si vous me permettez, les conditions de formation de ces forces de l'ordre. Vous pensez que, comme je le pense moi-même, est-ce qu'on est vraiment face à des gens qui n'ont rien compris de la bonne formation reçue, ou vous pensez que, attention, on doit avoir un problème dans notre système de formation des forces de l'ordre? Moi, je pense, c'est vrai, Daouda donne des cas, parce que
Mais quand on regarde les effectifs même dans les différents corps, il y a toujours, comme on dit, des brebis galeuses. Donc, je ne crois pas que ce soit la formation, parce que des jeunes que nous approchons, qui sortent de là-bas, nous donnent quand même la rigueur lorsqu'ils sont dans les écoles de gendarmerie ou écoles de police, ou même en formation militaire, la rigueur qui est de mise là-bas. Et la discipline. Et la discipline. Aujourd'hui, je crois bien ici, on a vu plusieurs cas où des militaires ou des gendarmes qu'on a trouvés avec de la drogue et autres ont été arrêtés et ont été déshabillés. Donc je pense qu'à ce niveau-là, je ne crois pas que ces corps-là, ça soit systémique. C'est juste vraiment des cas isolés, comme dans toute corporation, qu'il y a des cas isolés. Et je ne crois pas que cela puisse entacher la formation pour répondre à la question d'André. Je pense qu'ils sont quand même bien formés. Il faut appuyer sur la discipline, sur leurs responsabilités. Peut-être qu'on le fait, le message ne passe pas, mais il faut continuer d'appuyer là-dessus. Sarah, tout à l'heure, dans son intervention, parlait de l'aspect psychologique. Comment est-ce que l'individu était, dans quel état d'esprit il était avant justement de faire place à son arme à feu? Quand on revient pour coller à la question d'André, est-ce qu'il ne faut pas peut-être rajouter certaines thématiques à la formation? Qu'en pensez-vous? Oui, mais le problème, on l'a dit, c'est un adjudant. Un adjudant est un formateur. Et puis, quand même, la garde républicaine, c'est un corps d'élite de notre armée. Et cette garde républicaine en charge la sécurité des hautes personnalités de la République et des institutions. Donc, ce n'est pas n'importe quel corps de notre armée. C'est cela. Et qui plus est, un adjudant. Mais vraiment, je me demande bien dans quel état d'esprit il se trouvait pour se permettre une telle dérive au point d'ôter la vie à un citoyen pour une simple question de transfert d'argent qui se serait mal passé. Même si la somme n'était même pas 500 francs et que la somme était au-delà de la somme de 500 francs, cela ne lui donnait aucun droit parce qu'il y a des voies de recours. C'est cela. Voilà, au cas où son transfert n'aurait pas marché, des voies de recours s'offraient à lui. C'est intéressant quand on me dit qu'il y a des voies de recours. Bien sûr. Je vais peut-être vous laisser la parole, mais je vais poser la question Très bien. après vous pouvez échanger Très là-dessus. bien. Il y a des voies de recours et pourtant, cet agent des forces de l'ordre, cet agent militaire, a donné le sentiment de ne pas connaître ces voies de recours. Parce qu'est-ce qu'on n'est pas là? C'est pour ça que je reviens vraiment à la formation. On n'est pas là face à l'idée que quand on est des agents de force de l'ordre, on peut se faire justice soi-même, on est tout puissant. Est-ce qu'il n'y a pas une idée comme ça qui existe dans nos forces de l'ordre et qui serait liée peut-être aux conditions de leur formation, en tout cas de leur travail? Ce que tu dis, ça s'entend. Parce qu'au-delà de tout, quand on regarde sous nos tropiques ici, souvent les policiers, même quand ils sont en tenue, ils ont déjà la force publique avec eux. Maintenant, détenir une arme, déjà, ça donne un autre pouvoir. Mais je pense que dans le cas d'espèce que nous avons à Yamoussoukro, selon l'article qui a été, quand nous avons lu, dont tu as fait le point, le problème, c'est qu'il y a eu une bagarre entre les deux. Et le gérant des cabines était en difficulté. Malmené, ses collègues ont commencé à venir à la rescousse. Je pense que Marius Komoué en parlait tout à l'heure quand il disait il aurait suffi d'un tir de sommation. Mais on ne devait même pas en arriver là. Parce qu'un soldat, je le dis clairement ici, un militaire n'a pas le droit de porter une arme quand il n'est pas en service. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, qu'est-ce qu'il faisait avec cette arme-là? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Il ne devait pas l'avoir. Déjà, lui-même, il a violé la loi en portant une arme sur lui, sachant que tu n'es pas assigné à de la sécurité de personnalité, tu n'es pas assigné à du renseignement, tu n'es assigné à rien. Tu portes une arme en civil et tu vas faire un transfert. Si ça ne va pas, va porter plainte pour 500. Dans les faits, c'est un homicide volontaire. C'est un homicide. Très bien, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Hein. Mais parlons justement toujours des forces de l'ordre. Est-ce qu'on reste toujours là ou on s'intéresse plutôt... Non, on reste avec elles. On reste avec les forces de l'ordre. Et cette fois-ci, c'est de bonnes nouvelles. C'est de bonnes nouvelles, mais cette fois-ci, ils doivent porter leurs armes ou pas quand ils vont essayer de régler un peu tout ce qui va se passer autour de Paquinou. Oui, cette fois-ci, ils devraient être bien équipés parce que vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous devez savoir que 14 000 agents des forces de l'ordre ont été donc mobilisés pour la fameuse semaine pascale, Paquinou, parce que, André, lorsqu'il y a célébration, il y a festivité, il y a toujours quelques petits malins, des ennemis du progrès, qui se mettent en bande pour essayer de faire du mal. Donc, l'État ivoirien, comme à son accoutumée, décide, voilà, cette année de renforcer. L'opération Paquinou est lancée pour sécuriser non seulement ceux qui partent, mais aussi voilà, ceux qui restent sur Abidjan, comme nous, et pour nous sécuriser aussi, éviter tout ce qui est attaque terroriste. Pourquoi pas? Pour préciser les choses, donc il y aura 6 000
de la police, 6 000 de la gendarmerie et 2 000 des autres forces, des eaux et forêts et d'autres forces qui travaillent à assurer la sécurité sur un certain nombre de points sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous vous dites, c'est bon, il faut un peu plus, ou voilà, on est un peu trop modeste. Commençons par vous, Sarah. Oui, bon, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui se répète assez souvent dès qu'il y a des fêtes religieuses et des grands rassemblements. Donc là, c'est la Pâque. Et au-delà du caractère religieux, c'est une fête également de retrouvailles, de réjouissance. Beaucoup de monde voilà, se retrouve en famille, entre amis pour célébrer. Et bon, c'est rassurant, je dirais, qu'il y ait autant de forces déployées pour assurer notre sécurité, si on sort tard, etc. Non, c'est une bonne chose. Voilà, maintenant... on ne veut pas de personnes qui fassent un usage disproportionné de leur force. On sort d'un exemple terrible, mais non, bon, on a déjà vu ce genre de manif. À Noël, c'était un petit peu aussi la même chose, le jour de l'an. Et on apprécie, on se sent en sécurité, on se sent entouré. Alors oui, il y a beaucoup plus de contrôle, c'est beaucoup plus fréquent. Mais bon, je pense pour le bien de la population à l'intérieur, enfin à Abidjan, et puis au niveau des frontières aussi, c'est très important. Ça reste des périodes assez critiques aussi. Vous avez parlé tout à l'heure, Christelle, du terrorisme. Donc c'est très bien que ces forces-là soient déployées. Ça crée une proximité aussi entre eux et nous. On peut parler aussi d'autres choses, hein, pas que de la sécurité routière. Très bien. Alors, Herman, réaction sur le sujet. Comme Sarah l'a bien souligné, c'est une opération routine. Donc, je vais dire, c'est pas nouveau. Donc, à chaque fois qu'il y a ces genres d'événements, ces genres où on sait qu'il y aura assez de mobilité au niveau des populations, les forces de l'ordre se mobilisent et ces forces-là travaillent en synergie avec les forces militaires, avec les forces de police et autres. Donc, je pense que c'est bien. Ça a d'abord un aspect dissuasif. Parce que quand on les voit, c'est vrai, certains vont se demander mais pourquoi ils communiquent à chaque fois sur ça. Mais quand on les voit, les populations les voient, ça rassure. Et les brebis galeuses, ceux qui avaient des intentions de peut-être opérer de façon, je peux dire, malveillante, font attention parce qu'ils savent qu'il y a les forces de l'ordre qui sont déployées sur le terrain et donc ils doivent faire gaffe. Daouda, réaction. En première ligne, on a les gendarmes, la police pour sécuriser les populations et puis les militaires aux frontières. Comment est-ce que vous voyez un peu tout ce dispositif-là? Le dispositif, il est très bien parce que pour moi qui suis un couche-tard, j'aime bien voir les policiers et les gendarmes dans la rue, la nuit, parce que ça me sécurise. Le simple fait de les voir, je suis rassuré. Et au passage, je tiens à saluer les policiers du 30e et du 35e que je crois... Vous passez toujours devant eux, ils sont à leur poste, c'est ça? Ils sont à leur poste, ils font bien leur travail. Je tiens à les saluer. Ils ne t'arrêtent pas souvent parce que toi... Ils m'arrêtent très souvent, oui, et on discute, et il n'y a rien de grave après ça. Bien. Mais au-delà de ça, ne l'oublions pas, le fond du sujet, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de la fête de Pâques, nous sommes aujourd'hui enclins à un terroriste dont il parlait. Le Mali, le Burkina, il y a des terroristes, il y a des djihadistes qui essayent à chaque fois. Ils ont envie. Mais nous, avec un président comme Alassane Ouattara qui ne veut pas que sa population soit blessée, ben, diriger, c'est prévoir. Donc, il prévoit pour ne pas que ça arrive. Justement, diriger, c'est prévoir. Vous dites, Marie, qu'au moins, on va vous poser la question, quand même 14 000, on se dit, bon, est-ce que ça, c'est à la hauteur par rapport à quand même l'ensemble des menaces? Parce que là, si on considère que c'est sur l'ensemble des 31 régions, ça fait à peu près 450 personnes, mais il se trouve qu'il y a des régions qui sont peut-être plus à surveiller que d'autres. Comment justement vous analysez peut-être l'efficacité de 14 000 personnes par rapport à j'allais dire, à la situation, à la menace, oui. Non, ben écoutez... Vous trouvez que c'est suffisant? Non, c'est pas que c'est pas... je pense que la police nationale est assez responsable dans le pays. N'oubliez pas que cette initiative est une tradition. Chaque année, on la vit régulièrement. C'est sur instruction donc, de la Direction générale de la police qui elle-même reçoit les mêmes instructions du ministère de tutelle et donc mise en œuvre par la Direction générale adjointe chargée de la sécurité publique. Je puis vous assurer que durant la période pascale, de la célébration de la fête pascale, de la fête de Pâques, nous constatons, il a été véritablement indiqué que c'est un moment crucial
en termes d'expression de la criminalité dans notre pays, surtout sur les axes routiers. Parce que durant cette période, beaucoup des nôtres, dont le peuple baoulé, voyagent beaucoup. Pour qui? Pour aller au village. Qui d'autre? Pour rejoindre justement sa mère patrie, je vais dire sa région de naissance, pour évoquer donc des situations de développement. Et donc c'est des moments de retrouvailles. Et donc les populations se déplacent. Et durant cette période, la criminalité est galopante, au point que sur les axes routiers, on constate donc des actes de criminalité au point que la police, en mettant en place justement ce dispositif, envisage donc réduire à sa plus simple expression ces actes de criminalité, de délinquance. Mais n'oublions pas aussi que durant la période pascale, c'est l'excès dans l'atmosphère des célébrations. Beaucoup de boissons alcoolisées sont bues, le bandit coule à flot dans nos régions. Et donc, on peut aller sur les excès de route et tout ça. Ah ben oui, bien sûr. Et donc, il faut véritablement mettre en place ce dispositif. Et je crois savoir que le nombre même, si on aurait voulu que cela soit augmenté, mais le nombre est tout de même impressionnant. C'est 14 000 agents de toutes forces confondues qui se retrouvent pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national et nous approuvons. Un agent. Ouais, on n'en parle pas de 2000 autres agents, parmi eux le pompier, etc. En termes de chiffres, c'est un agent pour 2140 habitants. Ce qui est quand même assez... Non, c'est vraiment insuffisant en voyant cela comme ça. Je pense que, comme vous avez dit, ce n'est pas dans tout le territoire qu'il y a ce plan, on pourrait dire, ce plan Vigipirate. Parce qu'évidemment, ils seront plus nombreux, par exemple, dans le Béquet, ou dans le Bélier, ou à Abidjan, une zone économique assez importante. Dans la région des lacs et tout ça. Alors, pour parler comme tous les politiciens, chers compatriotes, profitez de l'occasion pour bien festoyer, car l'État a décidé de mettre les moyens qu'il faut pour sécuriser vos moments festifs. Eh bien, et si on faisait un tour à l'international, parce qu'évidemment, c'est important de ne pas se contenter que de nous regarder entre nous Ivoiriens, il faut observer ce qui se passe autour de nous. Et là, Christelle, il y a une chose qui vous a intéressé, et nous aussi, c'est bien sûr notre très cher bienheureux en ce moment au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, qui a fait une déclaration qui a dévoilé les priorités de son mandat. Alors, André, le plus jeune président, en passe de devenir le plus jeune président du Sénégal, a fait donc sa première apparition publique. Dans le fond, comme dans la forme, certains portent la critique. Dans la forme, on dit oui, sa veste, sa cravate, enfin bref, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais dans le fond, messieurs et dames, essayons d'analyser un peu les propos du fond. On les connaît opposants durs, prônant donc la rupture et tout cela. Est-ce que vous avez senti cela dans ses propos? Vous commencez à le sentir un peu doux, il se ramollit. Comment est-ce que vous voyez le Sénégal présidé par Diomaye Faye? Herman, réaction. Moi, je pense que ils sont très... le discours n'a pas changé. Mais seulement qu'ils sont dans leur tenue il est dans sa tenue de chef d'État. Donc, ce n'est pas pour ceux qui se disent que les opposants, généralement, les gens qui ont duré dans l'opposition, quand ils viennent au pouvoir, ils ne gèrent pas bien, ils n'ont pas cette présence qu'ils doivent avoir en tant que chef d'État, homme d'État. Donc, je pense qu'on a vu un discours, enfin, une première intervention très apaisée, très diplomate. Vous avez vu un homme d'État? Un homme d'État, pour dire qu'on a fini avec les marches. Maintenant, il y a les questions importantes à régler. Et là-dessus, le discours doit aller avec, parce qu'on ne gère pas pour la rue. C'est fini les marches. Maintenant, on est à l'épreuve du pouvoir. Et je pense qu'ils sont constants. Ils sont quand même insistés sur, peut-être qu'on va revenir là-dessus, ils sont revenus sur, il y a des thèmes qu'ils ont choisis pour étayer leurs propos, qui marquent bien clairement, même s'ils font attention à tout ce qui est autour, qui marquent bien qu'ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont prévu faire. Jusqu'au bout, mais commençons d'abord par quelque chose. Vous parliez de thème tout à l'heure, Herman. Je me tourne vers vous, Sarah. Je me dis, quand on parle des thèmes, parce que l'un des thèmes aussi de prédilection, c'est cette affaire de souverainisme et de parfois... Est-ce que le Sénégal va-t-il se replier sur lui-même? Va-t-il rentrer dans une forme de fronde par rapport aux relations des autres pays avec à côté la France, etc. Comment vous analysez ces premiers discours sur cette crainte qu'auraient pu avoir beaucoup d'observateurs?
Alors, je dirais dans un premier temps que, bon, si on se cale sur le premier discours qu'on a entendu, on a entendu un discours, je dirais plutôt rassembleur. Et pour la réconciliation dans un premier temps, car même si voilà, il a été élu président sans aucun problème, je dirais, tout s'est quand même relativement très bien placé pendant les élections. On n'oublie pas que les derniers mois ont été quand même très, très difficiles pour le Sénégal et pour la démocratie. Il y a eu des personnes voilà, qui ont perdu la vie pendant ces périodes assez difficiles, je dirais. Donc il a un discours qui se focalise sur le rassemblement, la réconciliation. Il choisit bien ses mots. Il cherche aussi, je pense, à rassurer ses partenaires. Il le dit, le Sénégal est l'allié sûr et fiable de tous les partenaires respectueux. Alors, il ne dit pas des partenaires qu'on a envie de choisir, il dit de tous les partenaires. Pour vous, le fait qu'il ait précisé respectueux, c'est important? Oui, c'est très important parce que l'un des principaux, l'une des priorités les plus importantes du projet, c'est il promettait la réappropriation de la souveraineté, de créer, disait, des partenariats gagnant-gagnant. Donc je pense que dans cette logique, voilà, cette phrase prend tout son sens. Il a aussi parlé pendant ses discours de renégocier des contrats des mines et des hydrocarbures avec des compagnies, sachant que le début de l'exploitation commence quand même cette année. Donc voilà, il est en phase, je dirais, avec son projet, mais en choisissant des mots assez diplomatiques pour dire que voilà, la rupture, je la réincarne toujours. Et les partenariats, à partir d'aujourd'hui, ce sera vraiment du gagnant-gagnant, autant pour le Sénégal que pour les pays qui s'engageront dans un partenariat économique avec... respectueux. Respectueux, tout à fait. Daouda, comment est-ce que vous avez senti le futur président de la République du Sénégal dans sa première apparition? Est-ce que vous vous retrouvez dans l'homme d'opposition avec le verbe dur, avec la parole tranchée, vous vous dites, attention, il y a quelque chose qui est en train de changer, la posture est en train de changer. Quel est votre point de vue, Daouda? Moi, je suis adepte de ceux qui disent toujours que la critique est aisée, mais l'art est très difficile. Parce que hier même, je le disais encore ici, que quand on est dans l'opposition, on peut tenir certains discours, mais c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Aujourd'hui, les Gaïndés du Sénégal ont leur 5e chef d'État en la personne de Bassirou Diomaye Faye. Son discours était très attendu. Il a axé son discours sur les 3 axes. Réconciliation nationale, bon, il ne sait pas de quelle raison il parle, de la réforme des institutions et de l'allègement sensible de la vie chère au Sénégal. Exactement. Et pourtant, pourquoi vous insistez sur allègement sensible? Non, mais parce que quand il était encore dans l'opposition, il disait la vie est chère, la vie est ceci, la vie est cela, tout, on va tout mettre en place, tout ça. Aujourd'hui, à l'épreuve du pouvoir, cette fois-ci, il y a un élément de langage qui sort. Allègement sensible de la vie chère au Sénégal. Parce que M. Diomaye Faye, ne l'oublions pas, va se rendre compte que le Sénégal a une société civile qui est très forte. Il va devoir co-gérer avec cette société civile-là. Et par ailleurs, il faut aller plus loin que cela. Au-delà de cette société civile, l'hémicycle sénégalais aujourd'hui, même si c'est lui qui est le président de l'Assemblée du Sénégal, l'hémicycle a encore son mandat qui est en cours jusqu'en 2027. Qui est aujourd'hui dominé par le parti de Macky Sall. Exactement. Donc, il va devoir gérer avec cela. Donc, est-ce que vous pensez qu'en tant que président, en tant qu'opposant, il pouvait tenir des discours? Aujourd'hui, en tant que président, il va falloir gérer avec toutes ces personnes-là, la société civile, les députés et autres. Tout ça va dépendre de comment est-ce que M. Macky Sall va gérer son parti politique. Donc, techniquement, je veux dire, en tant que président aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye n'a pas d'autre choix que d'apaiser son discours. Et vous l'avez senti apaisé? Oui, je l'ai senti apaisé parce que de façon claire et précise, il n'a pas de choix. Et je pense que même son mentor, Oumar Sonko, pour ceux qui le suivent, Ousmane Sonko, sur les réseaux sociaux, il a toujours dit qu'il n'a pas de problème particulier avec la France. Il a eu un problème avec, comment on appelle ça, le partage de pétrolier qui a été fait, notamment sous Macky Sall, sous Total. Donc, quand il parle de respect, dont tu parlais tout à l'heure, aujourd'hui, ils veulent avoir un partenariat gagnant-gagnant quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, avec le rapport qui a été fait sur le gisement baleine avec Eni, où la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont lu le rapport, la Côte d'Ivoire vraiment a eu une quote-part bien intéressante. Donc je me dis, c'est tout à fait normal.
Très bien. Non, attendez 2 minutes. On va commencer par entendre aussi notre très cher Marius. Notre très cher Marius, qui est évidemment tout en train de penser aux gens d'Annie Assué, mais il faut qu'il nous donne quelques avis sur la situation au Sénégal. Alors, dites-nous, Marius, quand vous entendez un président d'un parti d'opposition qui gagne pour la première fois directement comme ça au premier tour, et qui surtout est un parti qui a longuement cravaché, donc qui est porte-voix justement d'une société civile, et comme l'a dit Daouda, assez forte. Hein. Oui. Ne perdons pas de vue une chose. Ce qui a amené aujourd'hui la société civile dans toute sa entièreté à soutenir l'action de Ousmane Sonko et Bassirou, c'est justement leur projet de société et leur programme de gouvernement. Ils ont promis effectivement ce qui est possible de faire pour eux à leur humble niveau. Par exemple, la réforme des institutions. Quand on sait ce qu'eux-mêmes ont subi avec les institutions sénégalaises sous le régime de Macky Sall. En effet, ils étaient tous deux inspecteurs des impôts sous Amadou Ba, tenez-vous bien, leur adversaire à la présidentielle. Et à l'époque, Amadou Ba était le directeur général des impôts et domaines du Sénégal. Et c'est Amadou Ba justement qui les a virés. Pourquoi vous mentionnez cet épisode de leur vie, Marius? Oui, mais c'est une vie vraiment syndicaliste morose, une vie politique morose. Mais eux, ils vont changer quoi? Ils vont donner plus de place aux syndicats? Mais justement, mais au-delà, non, en vérité, ce qu'ils vont, quand ils parlent de réformes, c'est de donner véritablement au Sénégal, aux institutions sénégalaises, pardon, toutes les leurres de noblesse. Parce que quand on sait, c'est qu'ils ont vécu, même avec les magistrats sénégalais, qui ont pris des décisions souvent alambiquées, qui ne reflétaient aucune décision de justice réelle et qui les a amenés tous deux en prison. Donc, premier point que vous nous soulignez, la question de la justice. Bien sûr, ensuite, la question de la justice, donc de la réforme des institutions, la question même de la réconciliation nationale, sans laquelle il ne pourrait mettre en œuvre une véritable politique nationale allant dans le sens d'une nette amélioration des conditions de vie des populations. Parce que parlant de lutte contre la vie chère, c'est d'abord mettre des institutions compétentes, avec des hommes crédibles, avec des hommes compétents, qui sont au-dessus de tout soupçon. Mais tant que la société sénégalaise sera dominée par la corruption, ils ne pourront jamais rien véritablement pas venir à bout de la lutte contre la vie chère. Mais en même temps, quand vous parlez de refondre de la Constitution, il faut compter avec l'opposition. Mais bien entendu, et ils sont arrivés au pouvoir avec une coalition. Eh bien, d'abord, il vient d'être élu. Il faut attendre qu'il constitue d'abord son gouvernement et qu'il se mette au travail. Et les premiers, on pourra le juger que peut-être sur 100 jours, sur pourquoi pas 200 jours, sur un. Mais pour l'heure, on ne peut pas dire que deviendra même son mentor Ousmane Sonko dans le système, dès lors que lui-même, il a dit au cours d'une de ses interviews qu'il n'y a pas à penser pour ce quinquennat d'un poste de vice-présidence. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose? Dites-nous. Moi d'abord, je voudrais que ça soit clair pour chacun ici. Qu'est-ce qui doit être clair pour nous? C'est pas parce que Bassirou, Diomaye Faye utilise des mots que Sarah même a vu, des mots très diplomatiques pour annoncer les grands chantiers qu'ils veulent faire. Cela ne veut pas dire qu'il s'est ramolli. Ou Sonko et lui exactement. se sont Alors, qu'est-ce qu'on doit prendre comme élément d'observation? Non, parce qu'il y a des petits éléments qu'ils mettent dedans. Allègement sensible du coût de la vie. Quand il dit allègement sensible du coût de la vie, mais qui a mis dans le gouffre la vie? La vie chère. La vie chère. Donc, quand il vient, il connaît quand même l'indice. Aujourd'hui, l'indice de la cherté de la vie au Sénégal, je crois qu'on est à 18%, je crois. Tout à fait. Mais quand on est à ce taux-là, il est conscient que ce n'est pas par une baguette magique qui va opérer les réformes. Donc, il dit aux gens que vous allez constater. Et ça, moi, je pense qu'il annonce une gouvernance responsable. Je vais changer, mais on va aller sensiblement parce qu'on est loin, il faut qu'on parte loin. On est quitté loin, il faut qu'on aille loin. D'abord, il y a autre chose. Mais quand elle a dit, de tous les partenaires étrangers, et respectueux. Le mot respectueux, c'est ça qui vous fait dire qu'il a tout sa carrure. Mais celui qui n'est pas respectueux, on va lui montrer qu'il doit être respectueux envers nous. Très bien. Et ça, il ne faudrait pas que... Vous allez vous arrêter là. Non, je n'ai pas terminé. Non, mais vous n'avez pas terminé. Oui, il va falloir que vous arrêtiez là. Quand il dit, par exemple, qu'il va combattre la corruption à toutes les échelles. On ne peut pas aller plus loin. Échelles. Ça, on l'a entendu. On ne pourrait pas aller plus loin.
parce qu'on a d'autres impératifs. On a aller au compris vos journal. 2 points. On va permettre à Sarah très rapidement de nous dire est-ce qu'elle voulait réagir et on termine là-dessus. Oui, bon, je rejoins un petit peu ce que dit Hermène dans le sens où c'est vrai que le discours est plus mesuré. C'est un président maintenant, un chef d'État, mais son projet reste tel quel. Et le projet, c'est un changement de système, la Très bien. réhabilitation des institutions de la République, la restauration de l'état de droit. Exactement. Tout ça, c'est des chantiers très importants qui restent et qui font partie du projet, qui seront la priorité de ce Merci, nouveau gouvernement. Sarah. Voilà, en tout cas, merci en tout cas de vos points. Les points qui n'ont pas été portés aujourd'hui seront portés demain parce qu'on est toujours sur le sujet du Sénégal. Bien sûr. Il y aura toujours du grain à moudre sur la question. Donc rassurez-vous. Herman. Oh, je suis rassuré. hein, Très quoi. bien. Alors, on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Après la pause donc, du journal télévisé, nous nous retrouvons pour la deuxième partie donc, de notre émission qui vous accueille donc, tous les soirs de 19h plutôt, j'allais dire, jusqu'à 20h30 avec cette pause toujours qui est inscrite, on va dire, hein, dans notre lignée. Hein, c'est bien sûr une pause consacrée aux informations et nous nous traitons de l'information, de l'actualité ici. Mais en deuxième partie, nous avons décidé justement de recevoir un groupe qui est qualifié, ou en tout cas la qualité d'ambassadeur aujourd'hui contre une maladie qui fait beaucoup de ravages. On en parle tout de suite maintenant avec nos invités, Christelle. Exactement. Mais André, il faut signaler que la Côte d'Ivoire a un match amical en ce moment même C'est ça. avec l'Uruguay. Et voilà, par 5 goals, on a ouvert le score. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien les champions d'Afrique face Voilà. donc, Et ils jouent aux très très bien en Uruguayens. plus. Ouais. Ça soigne les Se hépatites comporte, virales. ouais, C'est une belle transition. c'est ça, se comporte plutôt bien Oui. puisque le match qui se déroule en ce moment a commencé à 20h30, Ouais. donc a vu la Côte d'Ivoire marquée par Wilfried Senghor, même si le ballon a été dévié Légèrement, par par un du défenseur. Uruguay. Très bien. Vous Alors, êtes avec nous, Oui, Lévite Inter. ceci étant dit, revenons à Lévite Inter. Alors, vous êtes Commencez à monsieur dire votre entrée. Roland Ayagba Oui. et monsieur c'est moi. Désiré Mobio du groupe Lévite Inter. Lévite Inter. Vous vous êtes dit, tout le monde, on va lutter contre une maladie, l'hépatite virale, mais on va le faire différemment, on va le faire en chanson. Oui. Pourquoi vous décidez, vous, de ne pas parler, mais de chanter votre, votre cri de gueule, on va dire ainsi, contre cette maladie qui est très mortelle? Alors, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. C'est notre plaisir, très cher. Pour recentrer un peu, Oui. Lévite Inter, nous sommes un groupe artistique gospel D'accord. composé de Désiré et de Roland. Alors, nous sommes des chantres. Depuis l'âge de 5 ans, je suis déjà dans la musique. OK. Désiré aussi depuis l'âge de 6 ans. Et Désiré, au passage, c'est son père qui est formé Mewé et tous Ok. les grands artistes. Alors, et nous, Lévite, nous sommes lancés dans la musique depuis 2000, officiellement ensemble. Et nous avons monté le groupe Lévite Inter. Dans ce sens, nous avons voyagé, nous sommes retrouvés à l'étranger. Et étant à l'étranger, nous avons perdu 2 bienfaiteurs qui travaillaient à la BAD, à la Banque africaine. Naturellement, nous étions à Tunis. Et tellement on a eu mal, Et ils sont partis ils sont décédés d'hépatite de virale. l'hépatite virale. Ok. Et tellement on a eu mal, on a transformé notre douleur. On s'est dit, mais voilà des personnes qui sont nantis, qui ont des moyens et qui sont décédées d'une telle pathologie. Qu'en sera-t-il de notre population? C'est comme ça que le début de notre engagement dans cette lutte. Et nous avons dit, ben, nous avons la musique et nous sommes des chantres. Nous rencontrons du monde, nous faisons des prestations. Ça sera l'occasion pour nous de pouvoir, chaque fois que nous serons en prestation, de pouvoir parler des hépatites virales et de pouvoir sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple africain. C'est dans ce sens que nous sommes engagés dans cette lutte. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous savez aujourd'hui, vous, en tant qu'ambassadeur des hépatites en Côte d'Ivoire? C'est une maladie qui est très présente, c'est une maladie dont la prise en charge est compliquée. Enfin, qu'est-ce que vous en savez globalement? Alors, les hépatites virales, lorsque nous sommes revenus, nous sommes allés vers les hépatogastro-entérologues, parce que c'est eux les sachants qui luttent
contre cette pathologie. Il va falloir hépato-gastro. Gastro-entérologue. Vous pouvez définir un peu pour nos téléspectateurs? Déjà, il faut savoir que hépatite vient de hépatos, Oui. donc c'est toute agression du foie. Et donc, il y a des spécialistes qui travaillent sur le foie, qui est le moteur de notre appareil digestif, et qui sont spécialisés dans les méthodes curatives, de prévention, tout ça. Et donc, quand nous sommes rentrés, pour mieux mener à bien notre mission, nous sommes allés vers cela, vers le ministère de la Santé qui nous a orientés vers le programme national de lutte contre les hépatites dont le directeur coordonnateur est le professeur Alakwadio qui nous a reçus et qui nous a donné tous les rudiments afin de pouvoir aller dans la communauté pour mieux mener notre mission. Nous avons découvert donc, pour répondre à la question de notre frère, que les hépatites sont 100 fois plus contagieuses que le VIH-Sida et toute autre forme de maladie virale. Simplement parce qu'on contracte des hépatites de la même façon concernant l'hépatite B, parce qu'il faut savoir qu'il y a 5 formes. A, B, C, D, E, 5 formes. A et E, encore, c'est l'hygiène environnementale, tout ça. Mais l'hépatite B, c'est vraiment un virus qui sévit dans les pays tropicaux. L'hépatite C, un peu moins ici, mais plus en Europe. Et donc, nous avons mené des études en posant la question aux Ivoiriens sur un échantillonnage de savoir est-ce que vous connaissez les hépatites. Sur 100 personnes, il y a à peine 10 personnes qui savent et vaguement. Donc l'hépatite se prend de la même façon que le VIH-Sida, mais pire par la sueur, la salive et tout liquide sécrété par le corps. Cela fait froid dans le dos lorsque nous voyons que, comme on dit en milieu estudiantin, il n'y a même pas de préservatif pour la bouche. Donc ça veut dire que c'est un moyen très puissant de contagion. Ça fait encore plus froid dans le dos quand on sait un peu le niveau d'ignorance qu'il y a justement sur cette maladie-là. Alors aujourd'hui, à cause de ce drame qui vous est arrivé, donc dans votre environnement, vous êtes engagé comme ambassadeur et vous avez appris sur la maladie pour mieux communiquer. Quelles sont les actions que vous avez eu à faire pour sensibiliser les populations après toute information reçue? Merci beaucoup. Et pour compléter sa réponse, il faut dire que le taux de prévalence des hépatites virales est de 13% ici en Côte d'Ivoire, contrairement au sida qui est à 1,7%. Donc, depuis 2016, où nous nous sommes engagés dans cette lutte, jusqu'à ce jour, nous avons, grâce à nos prestations et grâce à la vente de nos CD, nous avons offert plus de 80 000 vaccins aux enfants démunis de la Côte d'Ivoire. Nous avons offert au moins 30 000 dépistages à la population de Côte d'Ivoire. Et actuellement, nous gérons environ 3 000 malades que nous fédérons, nous recevons. Quand vous dites que vous gérez, c'est quoi? Vous savez, en tant qu'ambassadeur de la lutte, nous ne soignons pas, mais nous recevons pour réconforter, pour orienter vers les gastro-entérologues, les professeurs. Il y a des malades qui n'ont même pas de quoi manger. Donc, naturellement, nous voyons dans quelle mesure une prise en charge, aider certains financièrement pour des examens complémentaires ou pour acheter des médicaments. Donc, voilà ce que nous essayons de faire à notre humble niveau. Très bien. Et puis, on s'est dit, la foi sans les œuvres, elle est vaine. C'est cela. Et en tout cas, nous avons trouvé notre sacerdoce. Et aujourd'hui, je peux vous dire, c'est vrai que nous sommes chantres, mais je peux vous garantir que nous rentrons même dans les mosquées et l'hépatite n'a pas de couleur de peau, l'hépatite n'a pas de religion, l'hépatite attaque tout le monde. Donc, quand nous faisons nos actions... Merci. Allez-y. Quand nous faisons nos actions, nous touchons tout le monde et nous allons vers la population pour aider. Très bien. Sarah? Bonsoir, moi je vous félicite grandement pour cette initiative. Vraiment, c'est le genre de projet dont on a besoin pour sensibiliser la population et les mettre au courant de ce type de maladie, des différents types d'hépatites, pour mieux prévenir.
Moi, j'ai une question pour vous. On sait qu'il y a pas mal de vaccins qui sont déjà disponibles pour ce genre de pathologie. Est-ce que le vaccin suffit? Est-ce qu'il y a des rappels à faire à un certain âge? Quelles sont les mesures que l'on doit prendre, nous, en tant que mère de famille, etc., pour éviter que nos enfants, nos familles attrapent? Vous disiez l'hépatite B est plus présente dans nos pays. Contrairement à l'hépatite C qui est plus prépondérante en Europe. Les mesures préventives. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour se prémunir contre ce genre de maladie et quels progrès ont été réalisés aussi, j'aimerais vous entendre, sur le dépistage et le traitement de ces maladies depuis que vous êtes dans l'action justement? Très bien. Alors, merci pour cette question pertinente. Alors, il faut dire que depuis que nous sommes entrés dans cette lutte, il faut dire que le vaccin se faisait à 6 semaines pour les enfants. Oui. Et je pense que de plaidoirie en plaidoirie, aujourd'hui, à J0, c'est-à-dire dès que l'enfant naît, il reçoit en même temps la première dose. Parce qu'on a estimé que de 0 à 6 semaines, l'enfant peut être contaminé. Il peut être contaminé. Contre l'hépatite B. Contre l'hépatite B ou l'hépatite C. D'accord, mais pas forcément Parce que l'hépatite B, il se transmet par la sueur, par la salive. Oui. L'hépatite C, c'est uniquement par le sang. D'accord. Voilà. Mais il a un taux qui est très faible ici en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Donc ici, c'est l'hépatite B qui sévit le plus. Et en termes de progrès et d'avancement aussi, il faut dire que avant, le dépistage coûtait extrêmement cher. On était à combien? Juste une idée. Il y avait des dépistages qui pouvaient coûter autour de 150 000 francs. Et aujourd'hui? De 150 000 francs. Aujourd'hui, dans les secteurs privés, à 21 000 et dans le public, à 7 000 francs de façon basique. Alors, mais encore, ça reste cher parce que mais ça reste cher, vous dites, mais vous vous réjouissez quand même de tous ces progrès depuis que oui, bien sûr. Nous nous réjouissons toujours parce qu'aujourd'hui, la plaidoirie que nous voulons faire, c'est que nous voulons que ce soit gratuit. Ce soit gratuit parce qu'aujourd'hui, même à 7 000 francs, je vous assure, actuellement où je vous parle, nous avons, de 2024 à 2025, nous voulons offrir 30 000 dépistages à la population de Côte d'Ivoire. Et la deuxième plaidoirie, nous voulons que les femmes enceintes puissent bénéficier systématiquement, gratuitement du dépistage. Parce que pour arrêter le cycle, il faudrait que les femmes enceintes soient dépistées afin de savoir le statut des femmes pour que nous puissions prendre les dispositions. Les médecins puissent prendre les dispositions lorsque les enfants seront, les femmes seront en travail pour que ces enfants soient protégés. Parce que nous, comme je dis, nous sommes déjà livrés à nous-mêmes. Mais il faut protéger les générations à venir. Très bien. Moi, la question, il y a deux petites questions. Quel est l'impact des œuvres artistiques, notamment de la musique, sur cette lutte contre les pathologies, notamment les hépatites virales? Et à votre niveau, c'est vrai que vous dites que vous allez faire. D'où est-ce que vous prenez ces ressources-là pour pouvoir les mettre à la disposition pour justement la prévention contre cette pathologie virale? Et après, n'oubliez pas, la question de Sarah n'a pas été touchée, la question des mesures préventives. Donc, répondez à celle d'Herman et ensuite vous enchaînez sur celle de Sarah. D'accord. Alors, l'impact de la musique, je dirais même de la culture, parce que justement, nous nous sommes rendus compte, à l'instar de certaines pathologies comme le VIH-Sida, il y a eu un renfort de communication, un renfort de personnalités du monde de la culture, des médias comme ce que vous faites en nous recevant et des sportifs. On parle d'une pathologie ignorée, comme l'a dit tout à l'heure Christelle, ignorée des populations, donc l'ignorance des hépatites, notre premier ennemi, et le sport, puisqu'on parle de transmission par la sueur, la salive, et la musique, pour nous qui manipulons les micros, tout cela, ce sont des canaux assez faciles de transmission. Donc, effectivement, pour nous, nous avons déjà réalisé en 2018 un concert qui nous a permis de récolter des fonds au Palais de la Culture, à la 1500 places. Ça nous a permis de mobiliser toutes les institutions autour pour communiquer sur nos actions. Et les retombées de ce spectacle nous ont permis déjà, dans pas mal, actuellement, on a déjà parcouru plus de je
veut dire 15 collectivités, commençant par Treichville, qui a été la première. On a été reçus et plus de 10 000 personnes ont été dépistées. Les femmes enceintes ont pu se faire dépister, mais déjà c'était un taux assez faible pour nous. Donc pour nous, la musique reste l'outil puissant de sensibilisation. Là où les paroles s'arrêtent, là où les hépatogastro ne peuvent pas sortir, nous sommes en contact des communautés religieuses. La preuve, nous sommes en pleine tournée tous les dimanches sur une paroisse qui nous permet de communiquer directement avec le peuple de Dieu. Et dès la sortie, au lieu des CD, les gens viennent pour soit donner des contributions ou référer des personnes malades. Donc pour nous, un projet est né, l'hépatoculture, au mois de juillet. Nous profitons pour annoncer qu'au mois de juillet, nous allons faire un concerto live, mais convier des personnalités du monde de la culture, des écrivains, des artistes, des hommes de théâtre, pour faire du bruit autour de cette pathologie. Et cela sur un plan triennal. Chaque année, nous serons en plein air dans une collectivité. Donc en juillet, nous allons choisir une salle pour faire ce concert de récolte des fonds pour pouvoir attaquer véritablement toute la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, pour répondre à la question, mesures préventives. les mesures, il y a le vaccin pour l'hépatite B qui existe. Et pour l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin, mais il y a un traitement. L'hépatite B, il y a un vaccin, mais il n'y a pas de traitement pour l'instant. Alors, et le vaccin, après 14 ans, on ne peut plus se faire vacciner systématiquement. Donc, de 0 à 14 ans, on peut se faire vacciner. Mais après 14 ans, on estime qu'il faut se faire dépister avant de se faire vacciner. Parce que tu auras, lorsque tu iras te faire vacciner, tu auras un faux espoir. Parce que le jour où tu auras un cancer du foie, tu diras, mais la dernière fois, je me suis fait vacciner, alors que tu n'étais pas informé. En réalité, ça n'a pas eu d'effet. Voilà, tu n'étais pas informé de cette pathologie. Et pour nous, la lutte que nous faisons, c'est que, même à l'école, parce que nous avons une déclinaison d'hépatou, hépatite tout dans les écoles. Nous sensibilisons même dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les universités, pour que ce langage-là puisse se passer régulièrement. Et vous savez, les enfants au primaire, ils échangent les bonbons sucettes. Vous savez qu'il y a une famille tout entière qui a été contaminée parce qu'il y a eu des échanges de bonbons sucettes. Oh my God. Comme cela. Il dit, mais attends, mais nous, on n'a rien fait. Et quand on a regardé, c'était par voie, je veux dire... buccale. Très bien, par voie buccale. Vous avez une question ou pour vous tout est clair dans ce que vous entendez? Non, je sais bien, je connais le sujet pour avoir naturellement travaillé avec, j'allais dire, le programme national de lutte contre les hépatites. On le sait très bien, les hépatites en Côte d'Ivoire, surtout l'hépatite B, et il a bien fait de le souligner. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne le savent pas, mais c'est une maladie qui a supplanté carrément, en termes de taux de mortalité, eh bien, le VIH, la tuberculose et même le paludisme dans notre pays. Tenez-vous bien, et ça, c'est les chiffres de l'OMS et du Programme national de lutte contre les hépatites. Plus d'une personne en Côte d'Ivoire sur 10 est porteuse donc, de l'hépatite virale B. Et en termes de destruction de l'humanité dans notre pays, eh bien, l'hépatite B et C sont la cause de la majeure partie des cancers de foie et les cancers de foie et d'estomac aussi. Non, de foie. Des cancers de foie. Et donc, il est tout à fait indiqué que la sensibilisation doit être l'œuvre donc des acteurs, non seulement du monde de la musique, mais surtout des pouvoirs publics. Et il faut que les Ivoiriens de plus en plus soient informés. Comme on l'a fait pour le VIH, il faut un véritable matraquage médiatique sur le sujet. Parce que, je le répète encore, plus d'une personne sur 10 en Côte d'Ivoire est porteuse d'une hépatite virale. Surtout, André, sur le point de la salive, c'est très important de pouvoir communiquer là-dessus. Pour justement ceux qui embrassent à tout va. Justement, parce qu'il n'y a pas de préservatif de la bouche. Et même dans la maison, les éponges qu'on superpose, on boit dans les mêmes verres. Vous savez, pour désinfecter un verre, lorsqu'on va dans un maquis, il faudrait qu'on puisse laver le verre pendant 1 heure du temps avec l'eau de Javel. Absolument. Vous comprenez que c'est difficile. Et l'une des causes aussi de contamination, vous voyez, on vient d'organiser une CAN où nous avons reçu du monde.
la migration, lorsqu'on reçoit du monde, ce sont des facteurs de contamination. Logiquement, il faut faire des dépistages de masse systématiques pour voir, parce qu'on a reçu du monde C'est ça. et on ne sait pas qui est qui. Très bien, mais en tout cas, nous, ce qu'on peut retenir, hein, c'est que quand même, il s'agit d'un groupe musical, Lévite Inter, qui est engagé. Et cet engagement-là, évidemment, il fallait le présenter à la face de la nation et permettre aux uns aux autres de comprendre qu'on peut être artiste, qu'on peut être mécanicien, qu'on peut être journaliste, qu'on peut être tout ce que vous voulez en termes d'activité professionnelle et avoir un engagement fort au service de sa communauté. Et c'est cela qu'on voulait souligner ce soir en vous recevant les Lévite Inter. Mais tout ça, c'est géré par quoi? Par une fondation ou par, Oui, bien sûr. Nous avons mis une ONG qui est reconnue par le ministère de la Santé. Nous avons notre agrément. Alors, c'est légalement constitué. C'est ce qui nous permet, parce que au niveau de la santé, on ne peut pas travailler comme ça sans aval. Donc, nous travaillons en parfaite symbiose avec le programme national de lutte contre les hépatites virales. Donc, nous sommes là et nous sommes légalement constitués. Et c'est les Lévite Inter qui arrivent à financer les actions. Emmanuel a posé la question tout à l'heure. Grâce aussi à certaines personnes qui nous accompagnent dans ces actions. Donc, nous lançons aussi un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient nous accompagner dans ce que nous faisons, les différentes entreprises auxquelles on va écrire. Merci de pouvoir répondre, parce que c'est pour aider la communauté et pour aider la population. Et l'une des meilleures façons de le faire, c'est d'écouter vos chansons, je pense. Est-ce qu'on peut entendre un peu de Lévite Inter pour terminer cette émission? Et il faut acheter les CD et tout ça, vous reversez beaucoup de choses. Je m'attendais à du gospel, là c'est parce que c'est pas du gospel que j'entends. On a donné 2 morceaux. On a donné 2 morceaux. C'était au choix. On peut faire un acapella. Ben why not, ce serait bien. Un acapella. Alors, il y a un cantique qui est repris partout et qui a été composé par nous. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Alors, on était encore plus Ça m'a donné quand la on a chair de C'est vous qui composé. l'avez composé Bien ce sûr, chant-là? bien sûr. La tempête, Ça m'a donné la chair de poule. le premier album, on y va. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. Et c'est déposé au Burida? Ben oui, déclaré, on est déclaré au Burida. C'est mieux. Les années 2000. Je ne savais pas que c'était vous. Hein, Bien papa. sûr, bien sûr. Félicitations, je dirais, moi, pour vous paraphraser. C'est vous qui le dites dans votre chanson. Arrière de moi, hépatite virale. En tous les cas, c'est le message donné ce soir par Lévite Inter. Ils sont venus nous communiquer leur passion et leur engagement. Et nous, on les applaudit, on apprécie cela. Merci beaucoup. Bravo. Et vraiment, Merci, bravo. Merci. bravo. Alors, je rappelle que vous êtes, je cherche vos Ambassadeur noms, de la lutte. ambassadeur de Non, la ah, lutte contre les hépatites virales, Monsieur Roland Ayagba et Monsieur Désiré Mobio. Merci d'être venu. En même temps, merci de nous avoir suivis. André, merci. Merci, Estelle. C'est quoi le score? C'est pareil? J'en sais rien. D'accord, bon. Herman, je crois que ça doit être la merci. mi-temps. Merci. C'est la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps. On va gagner ce match. Merci d'être venu. Merci Christelle, merci André. Sarah, merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Isabelle Vauvert pour le journal. Quoi, toujours On se 1-0. retrouve donc demain, toujours 1-0. D'accord. On se retrouve donc demain. D'ici là, portez-vous bien et les programmes continuent sur Live TV avec le vrai match. À tout à l'heure.